Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va encore parler de Twitter. Cette fois, ça devient grave, même l'ONU s'en mêle. Il y aura bien sûr plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 7 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end reposant. Moi j'ai fait de la peinture de chaises, j'en ai encore sur les mains. Voilà, je vous raconte mon petit week-end. On est en train de rénover, on a acheté des chaises sur le Bon Coin et on les repeint. Bon, super passionnant. Merci beaucoup Jess qui a renouvelé son Prime 30e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour. C'est de la rage, même plus que de la rage, comme tu nous le dis. Merci Camille également, 17e mois d'abonnement. Et merci Macaway84 pour ton 10e mois d'abonnement. Un grand merci à vous d'ouvrir le bal et de pousser à vous trois le train de la brousse, le fameux train de la brousse. Le week-end a joué à Plague Tale. Ouais, bien. C'est vrai qu'avec la pluie ce week-end, j'aurais bien fait du jeu vidéo aussi. Mais bon, il y a un moment, faut décorer aussi. Un bon week-end de jeux vidéo, là, avec la pluie dehors, petit chocolat chaud, là, peut être pas mal, ça. Une grande campagne sur Warhammer, ouais, ça me dit bien, ça me dit bien. Pas de pluie, super beau temps à Montauban. Eh ben écoute, on est content pour les gens de Montauban. On espère que vous avez fait des bonnes balades. Dans le sud, c'était soleil. Dimanche d'anniversaire au spa avec massage et resto pour ma part. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Salut Shinro, salut Samuel, salut Baron Marutan. Plage et soleil en Espagne pour Techni Savoir, cool. Salut Kamnik13. Week-end en famille, c'est bien aussi, c'est bien aussi. Sous la flotte dans le nord, normal quoi. Oui, oui, c'est presque du beau temps. Froid quand même. Ouais, là sur Paris, ces 2 derniers jours aussi, c'est pas encore les grands froids, mais je suis content qu'ici, le chauffage ait enfin démarré. J'ai vu le soleil de Paris, Flonflon, qui nous a vus ce week-end. Euh, Malade avec grippe et fièvre, Pokémon blanc sous la couette avec ma déesse, courage à toi, Onigiri. Onigiri-san. Beau temps dans le sud, iPad dehors avec casque et chaîne YouTube Nowtech. Très bonne idée, surtout qu'une vidéo est sortie hier. Une vidéo, alors, certains disent, ouais, vous la faites chaque année. Non, non, non. Nous l'avions fait, je sais plus si c'était en 2019 ou en 2020. Et après, on a changé la date chaque année. La flemme, quoi. Donc, vous avez cru qu'on l'avait fait en 2021 et en 2022. On avait juste changé dans le titre la date. Ça, on l'a refait. On l'a refait. Une Apple Watch sert-elle à quelque chose? C'est un petit peu la question qu'on pose dans cette vidéo. J'ai joué à Fortnite sur une chaise repeinte. D'accord, bah écoute, très bien. Très bien, très bien. Allez, eh ben merci Baron Marutan. Sur ce, si on regardait le programme du jour, bon, c'est un programme du lundi, il y a des choses, mais comme un lundi. Dimanche, il ne se passe pas grand-chose, souvent des news du samedi. On va regarder ensemble de quoi on va parler. Nous allons parler de l'ONU et d'Elon Musk et de Twitter, puisque l'ONU demande à Elon Musk de faire respecter les droits de l'homme sur Twitter. Il y a eu moult rebondissements sur l'affaire Twitter. On a du mal à suivre. J'ai pris quelques éléments. On partira effectivement de cette news-là pour parler d'autres choses. Il y a eu effectivement les licenciements qui nous mèneront à un autre article. Le premier article d'ailleurs
est un article de France 24. Le deuxième article est un article de 20 minutes. On parlera d'une manière plus globale des licenciements massifs dans le monde de la tech. Donc on parlera des licenciements de Twitter, mais ça a l'air de s'annoncer aussi chez Facebook. Assez massif les licenciements, que se passe-t-il ? On s'en doute un petit peu. Nous parlerons également de Siri. Des changements à venir pour Siri, ça pas trop tôt. Hein. Siri, l'intelligence artificielle la moins douée de la classe. Il serait temps que Apple se repenche dessus, mais les changements ne devraient pas venir avant 2023-2024. Néanmoins, on parlera de certaines choses. On parlera également de l'Apple TV 4K 2022. Une chose dont on n'avait pas parlé parce que ça semblait assez discret, c'est le HDMI 2.1 QMS. Mais qu'est-ce que le QMS ? Eh bien, je vous expliquerai ça. Nous parlerons au sujet un peu moins facile, mais effectivement un article de CNET, le porno deepfake explose et c'est un vrai problème. On parlera effectivement du phénomène des deepfakes qui existent globalement depuis 2017, même si avant on faisait des photos fake. Le deepfake, c'est le même principe en vidéo. On parlera justement de ce problème. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor O'Clock et nous ferons une petite tartine. Je vous poserai la question. On parlera des applications de mesure de sommeil, un besoin de contrôle nocif. Effectivement, les applications de contrôle de sommeil, et Dieu sait si moi j'en utilise, peuvent aussi ne pas être votre ami. On parlera justement de ça. C'est un article de Santé Magazine, comme quoi on a des ressources diverses. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je lance tout de suite le Kawa. Et un grand merci, nous sommes raidés, grand merci de Vulgadroid, grand merci à toi, bienvenue les raiders. J'espère que le début de matinée s'est bien passé pour vous et un grand merci pour le raid. Des centaines de milliers d'abonnés fuient vers Mastodonte, mais ce réseau social multiplie les bugs. Oui, alors j'ai choisi de ne pas parler de Mastodonte parce que Guillaume en a déjà parlé de Mastodonte la semaine dernière, si je ne m'abuse. On vous a dit, nous, ce qu'on pensait effectivement de Mastodonte, qui est en soi pas une mauvaise idée, mais qui risque de décevoir plus d'une personne. C'est quand même un petit peu abrupt. De tester Mastodonte, c'est pas aussi simple que Twitter. C'est effectivement décentralisé, mais ça implique qu'il faut choisir son serveur. L'approche qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire la première fois que vous vous connectez à Mastodonte, c'est un peu complexe. Il y a déjà eu des migrations sur Mastodonte, hein. Il y a déjà eu des histoires avec Twitter. C'est normal que les gens en ce moment se posent des questions. On a vu aussi qu'un certain nombre de personnes avaient décidé d'arrêter Twitter, que ce soit Anton Daniel, bon, Sardoche aussi, pour moult raisons, on ne va pas rentrer dans le dossier. Un certain nombre, effectivement, de gens connus décident aussi de s'enlever de Twitter. On arrive au mid-term américain, c'est demain. Les élections de mid-term américains, on sent déjà qu'il y a énormément de manipulations sur le réseau. Il y a beaucoup de questions à se poser sur Twitter. Les choses vont très vite. Elon Musk est vraiment sur la ligne Move fast, break things. Move très très fast, break a lot of things même. On se demande un petit peu ce qu'il est en train de faire. Ça peut donner l'impression, moi je pense que c'est qu'une impression, qu'il est en train de faire n'importe quoi, de casser son jouet à 44 milliards de dollars. J'ai quand même l'impression qu'il veut arriver à quelque chose. Il a une idée, voire plusieurs idées derrière la tête, qui ne sont pas forcément positives. Attention, je ne suis pas l'avocat d'Elon Musk, sinon, comme je l'ai déjà dit, je ne serais pas ici. Je serais en train de compter mes milliards sur un yacht, si j'étais l'avocat d'Elon Musk. Simplement, je pense quand même qu'il a un plan forcément complexe, parce qu'Elon Musk, c'est pas quelqu'un de simple dans sa tête. Je pense qu'il agit aussi, certaines décisions qu'il a prises visent à créer une réaction.
Et ça marche. On réagit, on est tous dans l'offuscation, mais what the fuck, etc. Ça part dans tous les sens, quoi. Je pense qu'il essaye juste d'agir très vite parce qu'effectivement, le réseau va vraiment pas très bien et il l'a quand même payé très très cher. Donc, c'est pas parce qu'il l'a payé très très cher que il va pas essayer d'en faire quelque chose qui, au minima, soit rentable. Bon, enfin bref, on va parler de tout ça. Euh, Attention, j'ai pas dit que Mastodonte n'était pas bien. J'ai dit que Mastodonte est compliqué. Dans le sens où vous devez choisir un peu Si vous avez joué à World of Warcraft, vous allez comprendre ce que je veux dire. Un serveur, c'est un peu comme une instance. Ne se passeront sur ce serveur que des choses pour les gens qui sont sur ce serveur. Ce n'est pas comme Twitter, où tout le monde, entre guillemets, est sur le même Twitter. Euh, Mastodon, oui, je dis mastodonte, mais c'est mastodon, vous avez raison. Donc, ne croyez pas que c'est une alternative miroir de Twitter. Alors, Louis, je suis tout à fait d'accord, c'est l'intérêt de leur protocole, et pour certains d'entre vous, vous pensez que c'est mieux que Twitter. Je dis simplement une chose, c'est peut-être mieux que Twitter pour certains trucs, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit dev, etc., le grand public, l'approche est un peu abrupte. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de me retrouver sur un réseau social entre gens qui sachent, entre gens qui savent faire. Ça ne m'intéresse pas, à mon humble avis. C'est un peu comme Linux. Ben oui, d'une certaine façon, on va dire d'un point de vue philosophique, on sait que Linux est vachement mieux sur tout un tas de points. C'est juste que, et je sais, et là il y en a plein qui vont me tomber dessus, mais non, Linux c'est devenu simple. Non, non. Peut-être plus simple qu'avant, mais non. Utiliser Linux, c'est pas si simple que ça. Ça dépend ce que vous voulez en faire. En fait, le débat est éternel, ça dépend ce que vous voulez en faire, quoi. Oui, on peut communiquer entre serveurs, je sais. Ne dis pas que ce que je dis est faux. Je sais comment fonctionne Mastodonte. C'est Twitter au début? Non, parce que Twitter, dès le début, on était sur le même serveur. Mais bon, on va avoir un débat de chapelle. Je comprends que ceux qui sont sur Mastodon aujourd'hui disent mais si c'est super simple, c'est super bien, venez. Aujourd'hui, il y a déjà un truc à constater, il y a beaucoup moins, même avec la migration dont on voit plein de titres de presse, aujourd'hui Mastodon c'est beaucoup beaucoup moins de monde que Twitter. Or vous allez sur un réseau social, pourquoi? C'est la question à se poser en fait. Euh, Moi, je vais sur Twitter parce que ça me permet de prendre le pouls du monde. Je sais où prendre le pouls aussi. Euh, je vais pas sur un réseau social pour me retrouver dans une bande de happy few. Et effectivement, tu résumes assez bien. C'est le même problème qu'à Peertube. On sait que Peertube serait la solution à un certain nombre de problèmes qu'on a sur YouTube. Mais il y a personne sur Peertube. Alors je sais, quelqu'un va me dire, bah il y a personne, bah il faut venir, ça fera du monde. Ben oui, mais quand tu es un créateur de contenu, tu vas... Alors il faut être dans les pionniers, mais financièrement, il faut avoir le cœur bien accroché pour être dans les premiers, là, pour le coup. Non, techniquement, c'est assez simple, papa, j'aimerais juste revenir sur un truc. Le fait même qu'il faut choisir un serveur quand tu te connectes pour la première fois à Mastodon, je te garantis que pour plein de gens, ce n'est pas simple. Alors, que ça marche bien, que le code soit bien écrit, techniquement c'est simple, intellectuellement c'est compliqué pour plein de gens. Je sais, il n'y a pas de T à Mastodon, j'ai tendance à mal le prononcer.
Bref, on n'a même pas fait le premier sujet qu'on est déjà dans les graviers. Oui, on va dire que c'est un sujet général sur Twitter. C'est normal, il y a tellement de choses qui se passent sur Twitter en ce moment. Je vais vous faire quand même l'article de France 24, on va le commenter ensemble. Quelques jours seulement après son rachat du réseau social Twitter, Elon Musk fait beaucoup parler de lui. Samedi 5 novembre, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, lui a demandé de faire respecter les droits de l'homme sur le réseau social. Je vous demande instamment de faire en sorte que les droits de l'homme soient au centre du management de Twitter sous votre direction, a écrit Volker Türk. Le respect de nos droits humains partagés devrait tenir lieu de garde-fou pour l'utilisation et l'évolution de la plateforme. Et comme toutes les entreprises, Twitter doit comprendre les dommages associés à sa plateforme et prendre des mesures pour y remédier, a-t-il ajouté. Les informations selon lesquelles Elon Musk a limogé toute l'équipe de Twitter qui était dédiée aux droits de l'homme ne sont pas, à mon point de vue, un début d'encouragement. Effectivement, dans la vague de licenciement, Elon Musk aurait viré toute l'équipe de Twitter qui était responsable justement des droits de l'homme. Le haut commissaire aux droits de l'homme, qui a justement publié sa lettre ouverte sur Twitter, où il compte quelques 25 000 abonnés, a énoncé 6 principes fondamentaux, dont la liberté d'expression, la protection de la vie privée et la garantie de la transparence. Elon Musk, effectivement, a acheté le réseau social 44 milliards d'euros. Il en a aussitôt dissous le conseil d'administration, congédié les dirigeants avant de licencier environ la moitié des 7500 salariés. Les licenciements de vendredi ont couronné une semaine de chaos et d'incertitude quant à l'avenir de Twitter sur la direction d'Elon Musk, qui a tweeté vendredi que le service connaissait une chute massive de son chiffre d'affaires. Et oui, parce qu'il y a eu ça aussi dans les histoires. Elon Musk, en fait, les annonceurs. Aujourd'hui, comment tient Twitter ? Twitter tient par la pub. C'est un réseau social qui vit et survit parce qu'ils ne font pas énormément de bénéfices, voire on va dire qu'ils sont à peine rentables. Twitter, il y a très très peu de bénéfices. C'est un des réseaux sociaux qui gagne le moins d'argent, hein, Twitter. Et cet argent, ils le font avec la pub, les pubs que vous voyez sur Twitter. Suite au rachat d'Elon Musk, des gros annonceurs, genre General Mills, Procter & Gamble, qui représentent énormément de marques, qui sont des gros annonceurs dans le monde, ont annoncé qu'ils suspendaient leur achat d'espace publicitaire dans Twitter. Elon Musk a réagi comme le fait Elon Musk, en les traitant limite de traîtres, et en disant « vous êtes influencés par des groupuscules qui vous... » Elon Musk, c'est clairement pas l'humilité qui l'étouffe. Je vais parler 2 secondes des annonceurs. Parce qu'on a déjà eu la même chose sur YouTube. Qu'est-ce que c'est que les annonceurs ? Qu'est-ce que c'est que les gens qui achètent de l'espace publicitaire ? C'est des industriels. Pour la plupart, c'est des fabricants de produits ou de services. Du pot de yaourt, du paquet de cornflakes, d'une assurance, etc. C'est des gens, quand ils achètent de la publicité, qui est un acte commercial, ils achètent de la publicité pour plusieurs raisons. Pour faire connaître leurs produits, pour perpétrer leur image de marque, pour mettre en avant une promotion. Bref, il y a plusieurs objectifs publicitaires. Essayez d'imaginer une affiche publicitaire, ça vous connaissez, hein, les affiches publicitaires qui seraient placées au-dessus d'un tas d'ordures. Vous imaginez, vous avez une affiche vous représentant un pot de yaourt et quelqu'un en train de faire « qu'il est bon ce yaourt » et en bas, vous avez un tas d'ordures. C'est pas génial l'image qui s'en dégage. On est d'accord. Donc, les annonceurs, ça c'est un truc parfois qu'Internet a du mal à comprendre. Les marques, les annonceurs, leur fonction n'est pas de financer votre Internet gratuit. C'est pas leur rôle. Ils sont pas là pour donner de l'argent
aux réseaux sociaux, aux influenceurs, aux youtubeurs. Les marques ne sont pas là pour donner de l'argent pour que vous puissiez avoir Internet gratuit. C'est pas leur rôle dans une économie de marché capitaliste telle qu'on la connaît. Eux, leur rôle, c'est de dépenser de l'argent pour que ça leur en rapporte. Donc, bien évidemment, c'est le bordel sur Twitter. En ce moment, ça part dans tous les sens. C'est à couteau tiré avec Elon Musk qui traite les uns de traîtres, etc. Il y a une mauvaise ambiance. C'est pas forcément un tas d'ordures, parce que ça, c'est une caricature, effectivement, mais comprenez juste que l'environnement depuis 1-2 semaines, avec ce rachat, est chaotique. Et du coup, les annonceurs, ils vont pas dépenser leur argent pour que Twitter aille mieux. C'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. On entend souvent ça au niveau des youtubeurs et des youtubeurs eux-mêmes. Qui disent « Ah, je suis lâché par les marques. Franchement, c'est des salauds, quoi. » Ou alors, je suis démonétisé parce que j'ai parlé de guerre. Revenons là-dessus, parce que ça, c'est peut-être un exemple plus intéressant. Un youtubeur parle d'une guerre et on dit « Putain, mon contenu est démonétisé alors que c'est une information importante, la guerre. » Et je suis complètement d'accord. Il est hyper important qu'on ait des youtubeurs qui parlent d'histoire autour de la guerre, etc. Mais moi, je vends des pots de yaourt. Simplement, dans ma fiche de pub, je dis je veux pas être sur les contenus qui parlent de guerre. Parce que j'ai pas envie qu'on parle de guerre et que moi j'arrive avec mon pot de yaourt, c'est bon, pendant qu'on est en train de parler de guerre. Alors oui, ça peut sembler injuste parce que du coup, comment font les créateurs de contenu qui parlent de sujets moins faciles? J'ai envie de dire, c'est plus compliqué pour eux, ouais. Et pourquoi le contenu familial facile a tendance à mieux marcher sur YouTube? Parce que c'est ce contenu-là que veulent les annonceurs. Moi, c'est ce que j'appelle la censure par la publicité. La censure existe sur YouTube, existe sur Twitter, pour les pas tellement parce qu'il y a un comité de censure qui interdit du contenu, mais plutôt parce qu'il y a des contenus qui supportent bien la pub et il y a d'autres contenus qui supportent mal la pub. C'est injuste, c'est pas bien. Il faut trouver d'autres méthodes alternatives de financement de contenus qui sont moins consensuels publicitairement, mais c'est un fait. C'est un fait. Les créateurs de contenu difficiles, ils font comme Arte. Oui, mais pour l'instant, l'État ne finance pas des Nota Bene ou des gens comme ça. Et si je vous disais qu'un Nota Bene allait être financé par de l'argent public, je te dis pas la levée de bouclier. Vous voulez que Nota Bene soit encore gratuit, mais vous voulez pas qu'il soit financé par de l'argent public. Parce que youtubeur, c'est pas un métier, comme nous le rappellent certains. Donc, c'est juste pour vous expliquer que là, Elon Musk qui dit les grands groupes de la publicité, enfin les grands groupes alimentaires qui lâchent Twitter, vous êtes influencés par du lobbying anti-Twitter, c'est faux. C'est simplement que les mecs n'ont pas envie que leur pub arrive dans un champ de mine en ce moment, quoi. Pourquoi Twitter coûte si cher à acheter s'ils font peu de bénéfices? Alors d'abord, on pourrait débattre, est-ce qu'il l'a acheté trop cher? À mon avis, oui. Alors, comment expliquer ça de manière simple? La valeur d'une entreprise, c'est sa valorisation, ce qu'elle peut valoir dans le futur. Et oui, Twitter rapporte peu d'argent, on va dire de manière simple, c'est-à-dire on ne pourra jamais mettre de grandes pubs audiovisuelles sur Twitter. Ça va jamais, Twitter, même si on le transforme dans plein de sens, ça va jamais être un super média pour la publicité. C'est un bon média, mais ça va pas être un super média pour la publicité, comme peut l'être un YouTube, par exemple. Parce que, pour plein de raisons. Néanmoins, Twitter est le réseau social qui véhicule le plus d'influence. Et c'est pas par hasard non plus, et je l'avais expliqué dans ma vidéo, pourquoi Elon Musk
ça l'intéressait, Twitter, peut-être pas à 44 milliards de dollars, mais ça l'intéressait, c'est que c'est un formidable réseau d'influence. Donc quand vous fabriquez des fusées et des voitures électriques et de l'Internet par satellite, vous devez, dans certains cas, faire changer les lois. Vous devez faire bouger les opinions sur la conquête spatiale, sur l'adoption de la voiture électrique, sur Internet dans certains pays du monde. Donc, Twitter peut quand même être un super vecteur pour faire de l'argent, mais pas directement en fait. Donc on est dans les rapports de l'argent et du pouvoir, hein. On va dire qu'on écrit là-dessus depuis l'Antiquité. Donc c'est pas un achat stupide non plus qu'il a fait. Et qu'il ait payé trop cher, ça c'est un autre débat. C'est pas un achat stupide. Un achat dangereux, oui, je pense. Moi personnellement, ça m'inquiète beaucoup qu'une personne comme ça ait autant de pouvoir aujourd'hui sur un réseau social que moi personnellement je juge hyper important, Twitter. Parce que c'est un réseau social assez unique dans le nombre de gens qu'il touche dans le monde et surtout la variété. Parce que la variété des gens qui utilisent Twitter. Ça va des hommes politiques, ça va des ONG, ça va à des kidam dont personne n'a jamais entendu parler. Euh, je partage l'avis de Jack Dorsey là-dessus, un des fondateurs de Twitter. Twitter est hyper important pour l'humanité, je pense. C'est ce que je pense. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais euh, je vais prendre un peu vos réactions. 6 milliards de trop par rapport à la cotation, mais il a fait une bonne affaire. On verra, on verra. Twitter dicte les sujets d'actu des chaînes info alors que personne n'y est. C'est délirant, ouais. Mais les milliardaires genre Bolloré ou Bezos ont acheté des médias. Oui, de toute façon, ça a toujours été le rapport entre les médias, le pouvoir et l'argent. Et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Il y avait aussi une réaction, j'ai choisi de pas de relayer l'article, mais c'était intéressant. Justement, je parlais de Jack Dorsey. Jack Dorsey a dit par rapport à la vague de licenciement de Twitter que c'était de sa faute. En disant qu'il avait fait grossir Twitter à l'époque où lui était dirigeant de Twitter, il avait fait grossir Twitter trop vite. Donc il dit deux choses dans cette info. Il dit d'une certaine façon qu'Elon Musk a raison de licencier parce que Twitter employait trop de gens par rapport au moment de son histoire. Mais il a reconnu aussi, il a pris sa part de responsabilité, ce qui n'a pas l'air d'être le cas d'Elon Musk. Elon Musk n'aime pas beaucoup prendre ses responsabilités. C'est un des défauts, on pourrait dire, de la personne. Jack Dorsey a quand même eu l'humilité, alors ça ne change rien pour les gens qui se sont fait virer, hein, mais de dire, bah, j'en prends ma part de responsabilité. C'est moi qui avais embauché autant de gens chez Twitter. Et peut-être trop de gens. Parce que oui, embaucher trop de gens pour une entreprise, ça peut être extrêmement dangereux s'il n'y a pas le business model derrière qui va permettre de payer tous ces gens. J'en sais quelque chose, c'est que plein de gens, moi, me reprochent, par exemple, Nowtech, de l'avoir fait grossir trop vite par rapport à notre niveau de rentabilité. Et il y a des gens, ils ont raison. euh... Nous glissons tranquillement vers le temps de mégacorps qui auront plus de pouvoir que les gouvernements. Ben oui et non, Dark Cropsy, on pourrait dire ça. Après, justement, un réseau social comme Twitter, on va voir ce qu'il va devenir. Moi, je trouve que devenir dictateur ou mégacorp, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que les gens te voient, en fait. Je veux dire, on se plaint aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dictatures, etc. Il y en a toujours eu beaucoup, des dictatures ou des abus de pouvoir,
Mais à l'époque, on pouvait même pas les dénoncer. Regardez un truc comme le MeToo. Vous allez voir où je veux en venir. Le MeToo, c'est les abus sur les femmes, ça date pas d'hier, loin de là. Mais simplement le fait de pouvoir se regrouper et d'en parler enfin, de laisser la parole aux victimes, ça n'aurait pas pu se faire sans un réseau social comme Twitter. Si on fume pas le capitalisme. Ah oui, ah, on peut partir sur le débat du capitalisme. Moi, je veux bien. Fumons le capitalisme, mais pour l'instant, les propositions de remplacement du capitalisme, je ne sais pas si vous avez... Parce que c'est bien beau de dire mort au capitalisme. C'est facile à dire. Parce que le capitalisme, ses défauts, on se les prend en plein dans la gueule en ce moment. Ok, mais vous proposez quoi en alternative? Allez lire un petit peu ce qui est proposé actuellement comme alternative du capitalisme. Bah, je sais pas vous, mais moi, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre non plus. Hein. Euh, En fait, il y a je terminerai là-dessus peut-être. Il y a un biais assez souvent dans le chat. Vous n'utilisez pas Twitter. Et grand bien vous fasse. Hein. On peut vivre heureux sans lire Twitter. Soyons clairs là-dessus. On n'est absolument pas obligé d'utiliser Twitter pour être bien dans sa peau, bien dans sa vie, même voir le contraire, ou être... Même ça ne fait pas de vous un homme des cavernes hein, de ne pas lire Twitter. Mais c'est pas parce que vous l'utilisez pas que c'est pas un réseau social important. Parce que même si vous lisez pas Twitter, il façonne quand même le monde dans lequel vous vivez. Les médias utilisent énormément Twitter. Alors, après, vous allez me dire, moi, je suis zéro actualité. Je suis au fond des bois. Je mange des petites baies. Je bois mon lait de sanglier. Je... Eh ben, très bien. Mais comment ça se fait là que tu sois en train de nous écouter en live? Tu as donc déjà un smartphone. Euh, Sauf que dans les impôts. Ah, j'aurais pas dû lancer le débat sur le capitalisme. Ah, le caxpitalisme même. Euh, Du lait de sanglier, il va falloir l'attraper le sanglier. Twitch est sur PC, tout à fait. Tu as le droit d'avoir un PC pour regarder Twitch, tout à fait. Bref, trop vaste débat. Ah, si vous arrivez à résoudre le problème de la suite du capitalisme ce matin dans le chat, vous êtes vraiment la meilleure communauté du monde. Et je vous donne le prix de Nobel. D'emblée. D'emblée. Let's go, c'est parti. Vous avez, il est quelle heure? Il est déjà 8h33, vous avez 1 heure pour résoudre tous les problèmes du monde. C'est parti. Let's go. Euh, Le prix Nobel, pas mal, pas mal. C'est fou qu'un truc aussi influent que Twitter puisse être au bord du précipice en si peu de temps. En fait, réflexionneur, ta réflexion est très intéressante. Est-ce qu'Elon Musk n'a pas un intérêt à avoir créé ce chaos et cette impression, parce que c'est peut-être qu'une impression, qu'il est en train de tout détruire? Est-ce qu'il n'y a pas un côté, vous connaissez toutes les théories hein, sur le chaos créateur, justement, ça part tellement dans tous les sens qu'on a l'impression qu'il est en train de tout détruire. Ça peut, je dis ça peut, je dis pas c'est ce qui va arriver, mais ça peut paver la voie aussi à un renouveau de Twitter tel que lui l'entend.
La monétisation pour les créateurs de contenu va bientôt faire son apparition. On parlait tout à l'heure, par exemple, de quelqu'un comme Nota Bene. Nota Bene qui, bon, il a tweeté aussi qu'il avait des problèmes de vue actuellement en octobre. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais tous les créateurs de contenu, nous y compris, on cherche des moyens de financement alternatifs à la pub. Pour l'instant, je vais être clair, nous, par exemple, sur Nowtech, 90%, allez, 85%, je vais être gentil, 85% de notre chiffre d'affaires, c'est de la pub. Oui, certains d'entre vous nous financent et on les remercie, on a déjà expliqué pourquoi ça nous aidait, etc. Moi, mon rêve le plus profond, déjà, c'est on arrivait à 50-50. Moins de pubs, plus de contributeurs. Ça serait génial. Après, philosophiquement, j'ai un problème avec ça. C'est que j'estime que quelqu'un qui paye ne devrait pas avoir de pub. Donc c'est pour ça qu'on parle de contribution et pas d'un abonnement payant. Vous voyez, tout ça, c'est des problèmes hyper complexes. Si Twitter permet une meilleure rémunération des créateurs de contenu, ben tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est dur de vous lire là, entre les débats sur le socialisme, Karl Marx et tous les trucs. Euh, Nota Bene se plaint que YouTube lui mette de la pub alors qu'il n'en veut pas sur son contenu. Je pense que Wendigo, alors Nota Bene, il sait comment marche YouTube. Si tu décoches les cases placement publicitaire en pré-roll, mid-roll, back-roll, YouTube ne peut techniquement pas mettre de pub devant ou derrière. Donc je pense que tu as mal compris ce que disait Nota Bene. Ce n'est pas YouTube qui décide des endroits où ils mettent des pubs, c'est nous qui décidons. Après, le nombre de pubs qu'ils mettent dans cet espace et quelles sont les pubs qu'ils mettent dans cet espace, c'est YouTube qui décide. Ça, on est d'accord. Mais c'est nous qui disons, je veux bien un pré-roll, c'est de la pub avant la vidéo. Je veux bien un mid-roll, c'est de la pub au milieu de la vidéo. Et je veux bien de la pub après ma vidéo. Bon, alors j'irai savoir, technique savoir, moi je ne sais pas ce que j'avais compris. Ou alors il y a un dysfonctionnement chez YouTube. Effectivement, si YouTube se met à mettre de la pub alors que le créateur de contenu a spécifiquement décoché les cases publicité, il y a un problème. Mais ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait. Bah, ou alors, je suis désolé, mais les youtubeurs qui se plaignent qu'il y ait de la pub au milieu de leurs vidéos. Alors, que YouTube en mette trop au milieu de la vidéo, ça c'est autre chose. Mais c'est le youtubeur qui coche la case, met de la pub au milieu de mes vidéos. Après, qu'il y a un problème que YouTube augmente le nombre de pubs qu'ils mettent dans ces espaces publicitaires, ça c'est encore autre chose. Alors voilà, merci Paul Star de rétablir les choses. Nota Bene dit que YouTube ne respecte pas le nombre de pubs qu'il a décidé ni le moment choisi. Oui, ça, il y a un problème. Alors, le moment, il faut que j'aille voir. Ok, Nota Bene dit justement qu'il existe des chaînes qui ne monétisent pas et ont quand même des pubs. Il parle des vidéos de moins de 8 minutes qui en auraient. Ah ça oui, oui, ok, ok, ça y est, je commence à comprendre. Après, juste, et je terminerai là-dessus, désolé, mais c'est des débats passionnants. Pourquoi YouTube met plus de pubs? Alors, réponse simple, ils veulent faire plus d'argent, c'est des salauds. Peut-être que YouTube met plus de pubs aussi en ce moment parce que YouTube va pas très bien. Et spoiler alert, c'est plutôt le deuxième truc en fait.
Euh, mais bon, j'irai voir, j'irai voir. J'ai pas le même niveau d'info que vous, manifestement. Effectivement. Alors, honnêtement, je vais vous dire, si si YouTube se met à mettre des pubs quand on n'en a pas demandé, il y a un gros problème. Et ça, on en reparlera. Euh, On va passer à l'article suivant. C'est pas des bonnes nouvelles économiques non plus. Vivement la fin du capitalisme, puisque maintenant vous avez plus que 40 minutes pour trouver la solution sur la fin de la... On attend ça hein, en fin d'émission. Un article de 20 minutes. Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, prévoit un plan de licenciement massif. Les temps sont difficiles pour les employés des entreprises technologiques. Meta, Facebook, Instagram prévoient de licencier des milliers de personnes à partir de cette semaine, d'après le Wall Street Journal. Alors que plusieurs sociétés technologiques viennent de congédier une partie de leur effectif en réponse à la crise économique. Ce pourrait être le plan social le plus conséquent dans le secteur, selon le quotidien américain, après la pandémie qui a largement bénéficié à la croissance des revenus, mais aussi du personnel de ces entreprises. Meta comptait quelques 87 000 employés dans le monde au 30 septembre. Vous aviez la perception de ça, que le groupe Facebook, c'était 87 000 employés? Beaucoup quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Jeudi dernier, 2 sociétés de la Silicon Valley, Stripe et Lyft, ont fait part de licenciements de grande ampleur, tandis qu'Amazon a gelé les embauches dans ses bureaux. Twitter, fraîchement racheté par Elon Musk, vient de congédier environ la moitié de ses salariés, soit 7 500 salariés. Donc ils avaient 8 000 salariés. Ils avaient... non, pas 8 000. Ils avaient 15 000 salariés, pardon. Les plateformes dont le modèle économique est fondé sur la publicité pâtissent notamment des coupes budgétaires des annonceurs aux prises avec l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Meta a ainsi vu son bénéfice net fondre à 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre, moins 52% sur un an. Mais le titre du groupe californien a chuté de 24,6% le lendemain à Wall Street. En un an, Meta a perdu près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors, ils ne les avaient pas, hein, ces 600 milliards, mais c'est ce que ça valait. Donc, la valeur boursière de Meta a chuté de 600 milliards de dollars. C'est énorme. Je vais vous dire, on peut dire ouais, c'est la faute d'Elon Musk, il y a une mauvaise ambiance, on peut chercher tout un tas de raisons. La crise économique, et ça c'est une chose connue, aussi vieux que les crises économiques, le premier secteur qui est touché par les crises économiques, et généralement le plus violemment, c'est la communication, c'est les publicités. Et les plateformes dont le modèle économique est fondé sur la publicité pâtissent notamment des coupes budgétaires des annonceurs. Bah, vous voulez un témoignage en direct? Nous, il y a trois sponsors de décembre. 3 sponsors de décembre. En général, on a 4 sponsors par mois, nous. Il y en a 3 qui ont annulé leur contrat pour décembre. Voilà, pour Nowtech. Donc, c'est pas faux. C'est pas faux du tout. La crise économique, en tout cas notre secteur, on est en train de la prendre violemment dans la tronche. Très violemment dans la tronche. Oui, oui, t'as raison. Stripe ne se finance pas sur la publicité. Mais de toute façon, c'est des secteurs où il y a des interdépendances, en fait. Alors, revenons sur les pratiques de licenciement aux États-Unis. On est très choqués. Alors, attention, Elon Musk, il l'a fait vraiment façon sale, quand même, les licenciements Twitter. N'oubliez pas que pour la plupart, alors, il y a eu des licenciements à travers le monde, mais les méthodes américaines de licenciement peuvent nous choquer, nous, parce qu'on n'a pas le même marché de l'emploi. Ne l'oubliez pas, hein. En France, une entreprise française ne licencierait pas parce qu'elle pourrait pas. Elle ne peut pas licencier comme ça sur un claquement de doigts. Certains disent que c'est un des problèmes
on va dire, du manque de souplesse du marché français. Moi, je pense plutôt que c'est bien parce que ça sécurise les emplois. Peut-être qu'on a mis... Après, il y a une histoire de curseur, mais on va pas rendre... On est à fond dans l'économie aujourd'hui, ça me fait peur. Mais globalement, vous le savez si vous êtes employeur, on licencie pas comme on veut en France, hein. C'est un peu... Alors, quand je dis que ça peut être un problème, c'est que du coup, on fait vachement gaffe quand on embauche. Et c'est justement ça. Aux États-Unis, ils embauchent très vite quand il y a la croissance. Ils peuvent embaucher très très vite parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir licencier très très vite si ça va mal. On peut y voir une certaine souplesse d'adaptabilité au marché. En France, et moi je le dis en tant que dirigeant de TPE, et toutes les PME vous le diront, l'embauche, c'est tellement de risques parce qu'on sait que derrière, c'est très difficile de licencier quelqu'un si ça va mal, en fait. Utiliser des gens comme des outils en somme. C'est une manière de voir étalon. Tu peux aussi dire que quand un bateau prend l'eau, une entreprise est en train de couler, parce que le secteur va mal, euh, de ne pas pouvoir mettre des gens dans des canaux, ça va peut-être faire que le bateau va couler avec tout le monde. Donc, ça peut être dangereux aussi de devoir maintenir de force des gens dans des secteurs qui n'offrent plus assez de rentabilité pour pouvoir payer les salaires de tout le monde, en fait. Donc, on peut voir les choses dans plein de sens différents, hein. J'ai bossé avec une boîte canadienne. Quand j'ai annoncé ma démission dans la boîte française, on m'a dit, du coup, tu peux partir la semaine prochaine. Oui, eux, c'est... Alors, attention, les licenciements, c'est quand même traumatisant, hein, aux États-Unis. Mais le marché du travail est quand même plus fluide, quoi. Oui, oui, je sais qu'il y a des employés français de Twitter qui ont été licenciés par mail. Euh, Vraiment, hein, vous voulez vraiment partir dans les débats économiques, hein, ce matin. Mais concrètement, il y a quoi qui bloque en France pour licencier quelqu'un? Bah, je t'invite à relire tout le droit du travail. Et attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est très bien qu'on ait un droit du travail qui protège mieux les employés en France. J'en suis très content. J'ai des tendances libérales, mais je suis très content d'une partie du droit du travail français. Je me battrai toujours pour, hein. Et on ne s'aperçoit pas de la chance qu'on a, hein. Préavis, indemnité, voilà, ouais. Euh, Oh là là, les auto-entrepreneurs. C'est d'autres trucs, les freelances. Mais oui, c'est pour ça qu'on fait travailler pas mal de freelances, parce que avant d'embaucher quelqu'un avec un CDI, bah, il faut être sûr qu'on puisse le payer au long terme, en fait. Et vous voyez, on va passer à la suite, mais je vous donne juste l'exemple de la toute petite entreprise qui est Nowtech. Nous, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires fait beaucoup de dents de scie. On est un marché extrêmement fragile. Je ne peux pas me permettre d'embaucher tout le monde en CDI. Ça serait suicidaire. Pour tout le monde, d'ailleurs. J'aimerais bien. Dans l'absolu, j'aimerais bien pouvoir offrir des CDI à tout le monde. Mais voilà, quand je vous dis, là, mois de décembre, sur 4 gros budgets, j'en ai perdu 3. Donc oui, c'est angoissant. Euh, Ouais, on en a déjà parlé d'Apple et de la pub, c'est un autre sujet. Et c'est pas exactement, ils se mettent pas exactement à la pub. Si, si, il y aura des vidéos quand même, mais on va dire qu'elles seront financées
Je sais pas comment. Voilà. Bienvenue dans mon monde. Sur ce, on enchaîne. On enchaîne parce qu'on est en train de partir trop loin dans l'économie. Il y en a qui veulent qu'on parle de tech pure. Parlons de tech pure. Si on parlait de Siri, des changements à venir pour Siri, mais pas avant 2023 ou 2024. Apple travaillerait sur son assistant personnel, laissé un peu à l'abandon ces derniers temps. C'est vrai qu'on n'a pas vu vraiment d'évolution de Siri ces derniers temps. En effet, on compte peu de nouveautés du côté de Siri avec les différents systèmes. D'après Mark Gurman, la firme de Cupertino plancherait sur des nouvelles compétences de Siri afin qu'il puisse comprendre des phrases et des commandes sans avoir à utiliser le sésame magique DIS Siri. Je ne l'ai pas prononcé pour essayer de ne pas réveiller vos Siri chez vous. Pour l'instant, le mien ne s'est pas réveillé. Hein. Et là, l'idée, ça serait juste de prononcer Siri. Et j'avoue que moi, il fait déjà plein d'erreurs quand je dis série, les séries télé. Donc j'ai très peur de ça. Mais bon, on va dire c'est de l'IA. C'est de l'IA, c'est de l'IA. Le simple fait d'enlever un mot impliquerait que Siri soit capable de comprendre ce que le mot signifie avec toutes les modulations, les accents ou les langues existantes. Le fait d'avoir deux mots augmente en pratique la probabilité que le système comprenne qu'il s'agit d'une commande vocale signal. En vrai, est-ce que j'ai envie que le truc se déclenche quand je dis un seul mot ou deux mots? Moi, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir deux mots. Donc, ouais, je sais pas pourquoi ils perdent du temps avec ça, mais bon. La semaine dernière, Mark Gurman avait déclaré que la firme californienne avait finalement décidé de reporter ses projets. Ah non, pardon, c'est autre chose. Donc, Apple travaillerait également sur des nouvelles intégrations de Siri au sein des services, mais aussi d'applications tierces. A priori, ces changements ne seraient pas pour tout de suite. Il faudra en effet attendre l'année prochaine, voire 2024. Moi, j'aimerais surtout qu'il travaille sur la compréhension de Siri, de son univers, la contextualisation. Aujourd'hui, Siri, alors, on va réavoir le débat. Siri est un peu con-con par rapport à des offres Google ou Amazon. Simplement parce que Siri se base sur une base de données beaucoup moins ouverte. Google, Amazon, en fait, ils utilisent tout ce que vous dites à leur assistant personnel et tout leur data mining, c'est-à-dire toute la collecte de données qu'ils ont, est exploitée pour pouvoir vous offrir un meilleur service d'assistant personnel. Chez Apple, quoi qu'on en dise, Apple est beaucoup plus circonspect sur ce qu'il donne à son intelligence artificielle pour qu'elle devienne moins con-con. Parce qu'il protège un peu plus et il y a un peu moins de collecte de données utilisables. Certains vont me dire, mais pas du tout, Jérôme. Eh bien, si. Allez lire tous les articles sur le sujet. Vraiment. Ne vous attardez pas sur l'article putaclic qui vous a dit que Siri avait exploité sans leur consentement des données en 2016. Oui, c'est vrai. Il y a eu un fabricant tiers, un fournisseur tiers, qui avait eu certaines libertés avec l'utilisation des voix dans Siri, et Apple n'a pas été content du tout. Bref, mais c'est arrivé une fois. Donc, comment Apple, en gros, peut rendre Siri moins con tout en faisant moins de collecte de données que les autres? C'est un sacré challenge, quoi. C'est un sacré challenge. Mais je pense qu'effectivement, déjà, dans le déclenchement de Siri est quand même pas super bon. Hein. Wendigo, je veux dire, je sais que tu es là quasiment tous les matins. Tu sais très bien ce que je vais te répondre. Tu dis Apple collecte autant que Google essaie. Oui, mais ils n'exploitent pas de la même façon les données. Donc, et tu le sais.
Ils n'exploitent pas de la même façon les données. Donc le problème, il est là, en fait. Mais oui, bien sûr, tu as besoin de collecte de données pour que tout ça fonctionne, hein. Euh, Il faut surtout plus de possibilités. Perso, je préfère. Oui, Alexa se déclenche avec un seul mot. Ok, j'avoue que j'ai pas essayé depuis longtemps. Mais oui, moi, pour l'instant, j'utilise beaucoup Siri pour allumer les lumières, mais je l'utilise pas tellement pour autre chose. Donc, parce que on va dire, le taux d'erreur est trop haut, en fait. Euh, Moi, j'ai mis Bixby. Il comprend. Parfait. Ah oui, ça existe encore un Bixby. Bon, sur ce, on va passer à l'article suivant, mais j'en profite pour faire une petite vague de remerciements. Merci Vigen FR pour ton Prime, 13e mois d'abonnement. Merci Camembert pour ton 2e mois d'abonnement. Merci Flo645 pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Léo69 pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Laurie13 pour ton 12e mois d'abonnement. Merci ATXX pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Megalo Mago pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Trash Death pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Samot 2701015 pour ton 22e mois d'abonnement. Tiens, presque. Dadou49 pour ton 8e mois d'abonnement. Julien92FR pour ton 21e mois d'abonnement. Alliance24 pour ton 16e mois d'abonnement. El Mexicano 6 pour ton 9e mois d'abonnement. Technisavoir pour ton 22e mois d'abonnement. Steph Lestat pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Baron Marutan pour ton 17e mois d'abonnement. Kaoko Kung pour ton 12e mois d'abonnement. Et Jess, je vous remercie pour ton 30e mois d'abonnement. Grand merci à vous les contributeurs. Peut-être que grâce à vous, on survivra décembre. Qui sait? Bon, vous comprenez que j'ai des petites angoisses de patron, hein. Désolé de les partager avec vous. Je suis humain. Voilà, c'est tout, hein. Oh, Jérôme, il parle que d'argent. Il est chiant. Laisse-nous dans notre illusion que tout est gratuit facilement. Merci Louis Grasset qui vient d'offrir 5 abonnements. Merci, un grand merci à toi. Sur ce, nous allons passer... Merde, j'ai fermé l'article, je voulais pas le fermer. Vous savez quoi, vu l'heure, c'est un signe du destin. On va passer au dernier article. L'Apple TV 4K, en gros, il y a un truc qui s'appelle QMS dessus. De toute façon, votre télé n'est pas compatible. Et ça permettra juste de ne pas avoir des écrans noirs quand on change de fréquence d'image. C'est bon, vous avez noté, l'article est fait. Je passe au suivant. Merci beaucoup, Squenzo, pour ton 14e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. On va parler du porno en deepfake qui explose et c'est un vrai problème. Lors de leur apparition en 2017 sur Reddit, les deepfakes prenaient principalement la forme de vidéos truquées d'actrices de cinéma dont le visage était incrusté dans des scènes pornographiques. À l'époque, le rendu était plutôt médiocre, mais déjà assez bluffant et inquiétant car l'IA permettait de réaliser des vidéos détournées très facilement grâce à un logiciel simple, Fake App. Mais à l'époque, il fallait tout de même disposer de certaines compétences informatiques. Depuis, la donne a changé. Actuellement, les deepfakes se démocratisent et se multiplient. Parfois pour le cinéma, parfois dans le cadre de création humoristique, parfois dans le but de tromper des internautes, mais le plus souvent pour le porno. Dans une étude, l'entreprise de cybersécurité néerlandaise Deep Trace Labs, 96% des deepfakes en circulation sur Internet sont des détournements pornographiques. Autrement dit, en gros, ça veut dire que le deepfake, on l'utilise aussi au cinéma pour
pour ressusciter la princesse Léa dans certaines scènes, mais 97% de l'utilisation de la technologie deepfake, c'est pour le porno. Chiffre à retenir. Autrement dit, les vidéos porno où le visage d'un acteur ou d'une actrice a été remplacé par celui de quelqu'un d'autre, bien souvent sans son consentement, grâce à l'IA. Ce domaine n'est donc plus seulement réservé aux réseaux criminels disposant de sérieuses compétences techniques, mais s'ouvre aussi à n'importe quel amateur malveillant. Le porno deepfake est aussi devenu un vrai business. Il existe ainsi des dizaines de sites pornographiques spécialisés en la matière, comme Mister Deepfake, où l'on trouve des milliers de vidéos et de photos détournées, représentant principalement des femmes connues, comme les actrices Emma Watson, Scarlett Johansson ou Gal Gadot. Parmi les victimes, on retrouve les femmes à 90%, les deepfakes pornographiques à 90% sont des femmes. Et si ce phénomène de cyberviolence concernait jusqu'ici principalement des stars, il commence à toucher des célébrités moins réputées, comme l'animatrice Enora Malgré ou la twitcheuse Malga. On en avait parlé... Magla, pardon. Magla, on en avait parlé la semaine dernière, une influenceuse spécialisée dans les jeux vidéo. Malgré leur suppression, les contenus de porno deepfake réapparaissent le plus souvent indéfiniment, les internautes les remettant en ligne après les avoir téléchargés. C'est-à-dire que même en essayant de les supprimer, de les faire supprimer, ça se propage extrêmement vite et c'est impossible à supprimer. Dès qu'un deepfake apparaît, c'est indélébile, en fait, sur Internet. C'est débile et indélébile. Il existe, selon la BBC, un véritable marché des deepfakes sur les forums en ligne, qui ne sont pas forcément sur le dark web, ainsi que sur Reddit et Discord. Des gens postent des demandes de vidéos truquées avec des photos de leur ex, de leur voisine ou de leurs collègues, et des créateurs de contenu leur répondent en leur donnant des instructions étape par étape et en leur indiquant le matériel à utiliser, ainsi que des conseils pour les meilleurs angles de prise de vue et le prix de la prestation. Donc ils vendent leurs prestations en freelance pour aider à faire des types fake de votre ex, ce genre de choses. À noter que bien souvent, ces forums, quand ils sont signalés, ferment mais réapparaissent aussitôt avec une nouvelle adresse URL. La twitcheuse Magla a même vu des pornos deepfake faisant l'objet d'un forum dédié en avril 2019 et en octobre 2022, où on retrouvait plus de 800 publications de personnes s'échangeant des photos publiques d'elle, de Magla. 800 personnes. 800 publications de personnes. Mais aussi des messages où des hommes s'échangeaient des conseils techniques pour réaliser des incrustations de son visage. Certains monnayaient même la réalisation de ce contenu, fake, images ou vidéos sur demande contre rémunération en crypto. Proposait ainsi un internaute, en se fixant pour unique règle que la personne à faker doit être majeure. Que faire face à ces contenus hautement problématiques ? Les plateformes comme Reddit ou GIF4, les outils de messagerie instantanée comme Discord et Telegram avouent leur impuissance. Ils ne peuvent ainsi que demander dans leur charte d'utilisation de leur règlement aux internautes de ne pas partager d'images ou de vidéos intimes. Résultat, les contenus de revenge porn et les images détournées y pullulent. Idem sur Twitter où les contenus continuent de réapparaître malgré les suppressions. Et cela même si le Digital Services Act de l'Union européenne devrait bientôt punir les plateformes qui ne modèrent pas ces deepfakes. Et la justice dans tout ça. Les juristes conseillent de signaler les montages et de porter plainte pour usurpation d'identité et cyberharcèlement ou encore pour atteinte du droit à l'image. Mais aucune garantie, encore une fois, que les images ne réapparaîtront pas un jour. Ainsi, si la justice est capable de retrouver l'adresse IP de l'auteur d'un porno deepfake, avec à la clé une poursuite judiciaire, une amende de 15 000 € et 1 an de prison, elle se montre aussi impuissante face aux autres internautes susceptibles d'avoir enregistré des contenus et de les republier ailleurs. Ça, c'est un truc grave au niveau de la justice. Celui qui a créé la vidéo deepfake, si il est retrouvé, va se prendre une amende, mais celui qui l'a retweeté, celui qui l'a
enregistré, pour l'instant, la justice ne peut pas le condamner. Alors, je vais me tourner un peu vers vous, avec crainte, parce que... Alors, super le non-respect du consentement, mon est magnifique, je suis un homme, je risque pas de me retrouver là-dedans, mais le stress que ça doit être pour une femme, tout à fait. Je ne vais jamais sur ces sites. Alors, on en a déjà parlé, vous connaissez en tout cas mon opinion sur ces sujets-là. Ce n'est pas un problème de quelques détraqués qui font ça, et que nous, on est blanc comme neige. Et quand je dis nous, c'est nous, euh, les individus qui propageons une certaine culture masculine. Je vais avoir des mots très crus. Bien sûr qu'il faut s'en prendre à certains qui font de l'argent avec ça, à certains tarés, comme on va les appeler. Mais on ne résoudra absolument pas ces problèmes sans un changement drastique en termes de culture et de culture masculine. Et ce que je vais dire est très cru. Mais sur quoi nous branlons-nous ? En vrai, quels sont les fantasmes qu'on nous a rentrés dans le crâne quand nous étions petits ? Quels sont ces fantasmes ? Interrogeons-nous, parce que c'est toujours sain de s'interroger là-dessus. Quels sont les fantasmes qu'on nous a mis dans le crâne, en fait ? Et ouais, je sais, je suis un peu cru, mais le fond de la question, il est là. Je ne vous demande pas de répondre, c'est quelque chose d'intime, ça vous appartient. Mais en termes de culture masculine, sur quoi nous branlons-nous ? Et je n'ai rien, absolument rien, contre le fait de se branler. Au contraire, je pense que c'est même sain. Mais quels sont nos fantasmes ? Attention, j'emploie des mots crus pour exprès vous choquer. Ne les réemployez pas dans le chat, vous allez vous faire ban ou bloquer. Vous n'avez pas le... Je suis désolé, c'est injuste, c'est une dictature. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes mots que moi. Donc, je ne vous demande pas de parler, de répondre à cette question, mais de vous la poser à vous-même sur les fantasmes masculins. Sur le rapport à qu'est-ce qui est excitant. Et le fait de voir des célébrités nues, comme si la nudité d'une personne connue était dans la culture de prédation sexuelle dans laquelle on nous a immergés étant petits garçons, était vue comme une récompense. Une actrice qui montre un bout de chair, waouh! Donc forcément, quand on a eu la techno, quand la techno est arrivée, permettant de coller des corps un peu plus dénudés sur des visages de femmes connues, bah, la dérive était logique. Donc, mais je trouve que c'est... Alors, désolé pour les mots crus, désolé si j'en ai choqué certains. J'ai toujours dit, n'écoutez pas le mug avec des enfants à côté. Hein. Et c'est complètement de la tech, hein, là, ce dont on est en train de parler, justement. Et je sais qu'il y a eu... moi, je vais vous dire, et je vais peut-être me faire flémer pour ça, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ponce a eu raison, mais il s'est très mal exprimé. On ne naît pas, on ne naît pas avec cette culture toxique, mais on nous l'apprend très tôt en tant que petit garçon ou personne s'identifiant effectivement à la culture masculine. Cette culture est toxique et on nous la propage.
Ouais, pour l'instant, on est en train de parler du problème de. Vous pouvez mélanger les débats hein, si ça vous rassure, mais là, on est en train de parler. Les victimes, 90% c'est des femmes. Voilà. Alors, je vois que je. Oui, bah, je lis pas tout, mais oui, j'ai donné un coup de pied dans la fourmilière. L'éducation, l'école, ça vient aussi des groupes de petits garçons, hein, et l'autostimulation entre nous. On nous a appris finalement ce qui était excitant. On nous a dit c'est ça qu'il faut voir. Je suis pas en train de faire la morale. Tu sais, je l'applique à moi aussi. Hein. Euh, je- il faut que je me pose la question à moi-même aussi. Sur quoi je me branle. C'est important de se remettre en question soi-même. Je vous répondrai pas parce que ça fait partie de mon intimité. Mais je suis pas en train de m'ériger en disant je suis meilleur que vous, je suis en train de vous faire la morale, pas du tout. Je suis juste, moi, je prends conscience aussi de la profondeur du côté toxique de cette culture, prédatrice de cette culture masculine. La libido masculine est naturellement alimentée par le visuel. Oui, mais quel visuel, justement? Quel visuel? C'est ça la question. Et pourquoi beaucoup, je sais que plein d'entre vous vont dire pas moi, pas moi, pas moi. Je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à nous. Pourquoi la nudité de femmes célèbres est autant propagée? Posez-vous juste la question. Je vous parle, je vous dis pas pourquoi la nudité est propagée, ça c'est autre chose, mais pourquoi la nudité de femmes célèbres est aussi excitante pour beaucoup, beaucoup d'hommes. Répondez-moi pas par rapport à vous, mais comment vous analysez ça, par exemple? L'interdit, ouais, la rançon de la gloire, bon, elle est célèbre, elle le mérite un peu quand même. C'est ça, l'inaccessible, parce que c'est inaccessible. Ouais, vous avez l'air de dire c'est l'inaccessibilité. Hein. Et pourquoi on est aussi excité par ce qu'on ne peut pas avoir? Là, on est en train de se poser des questions sur l'essence hein, humaine hein, aussi. Hein. Parce que c'est comme un trophée. Je pense que tu as ça, colonel Scope. Souvenez-vous, enfin, moi, à mon époque, c'était pas sur Internet, mais quand on arrivait à avoir une image interdite et qu'on la montrait aux potes, c'était une victoire de chasseur. Waouh! C'était un trophée. Et cette culture, quand je dis une culture de prédation, c'est une culture de la chasse, en fait, euh, qui mène aussi à ça. Et la chasse, c'est aussi la rareté de la proie qui peut être excitante, mais on la voit comme une proie, du coup. Et c'est ça le fond du problème de la toxicité. Donc, bon, on part effectivement très loin. Mais je pense qu'il faut qu'on parte très loin et qu'on remette en cause des choses fondamentales. Si on s'arrête juste à ces mecs-là, on devrait les enfermer. Ces mecs-là, c'est des tarés. Ces mecs-là, on doit les mettre en prison, leur mettre des amendes et tout. On ne résoudra absolument pas le problème fondamentalement. Notre regard sur les femmes, nos fantasmes doivent changer. Il faudra peut-être 4 ou 5 générations. Mais c'est important aussi qu'on soit peut-être les premières générations à se poser la question là-dessus. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Donc,
Entre ça et les médecines alternatives l'autre jour, c'est trop tech pour moi. Désolé. Je sais que ceux qui aiment des mugs un peu tranquilles le matin, où on parle de trucs pas trop polémiques, c'est dur pour vous, des mugs comme ça. J'en suis tout à fait conscient. Après, on vous l'a déjà dit, c'est pas des problèmes qu'on veut fuir pour votre confort. C'est pas comme ça qu'on voit notre métier. Ouais, on a peut-être la prétention de penser que c'est un métier. Donc, je m'en excuse. J'essaye d'avertir en disant attention, le sujet va être un peu polémique. Mais je comprends tout à fait que des gens arrêtent l'émission dans ces conditions parce que c'est pas ce qu'ils veulent le matin. Je fais pas après une émission pour plaire à tout le monde non plus. Je fais aussi une émission pour parler de choses qui me semblent importantes. Mais voilà, je suis au courant. Et je fais pas ça exprès pour vous faire du mal, ceux qui n'aiment pas ça. Et je pense que la tech est profondément dans ce problème-là. Parce que le deepfake est une technologie. Voilà un petit peu pour les articles. Mon application a planté quand le sujet était abordé. Tu as de l'autocensure. Il faudrait un permis de faire des... Et si on faisait... Nali et Eric, on fait un permis, on vend un permis pour faire des... Au secours. Pourquoi, moi ça c'est la question que je me pose en ce moment, pourquoi, et c'est pas un reproche que je vous fais, mais pourquoi certains se sentent obligés à chaque fois de vouloir dire mais c'est un problème global, ce n'est pas qu'un problème d'homme. Comment, comment vous pouvez, alors qu'on vous dit il y a 90% de ce problème, c'est des femmes qui sont représentées, vouloir absolument que ça soit 50-50. Le problème, c'est logiquement, même mathématiquement, votre raisonnement ne tient pas debout. Donc, il doit y avoir quelque chose derrière. Quand même, à 90%, on peut admettre qu'il y a un problème global sur la représentation des femmes. Et je ne dis pas qu'il n'y ait pas des problèmes avec les femmes, mais ce n'est pas du tout le sujet, en fait. C'est comme si vous aviez peur qu'on parle spécifiquement des problèmes masculins ou des problèmes féminins. Et je m'interroge vachement là-dessus en ce moment. C'est intéressant. Eh bien, écoute, mais t'as raison. 90%, c'est quoi la source? Eh bien, c'est un article de CNET. Il ne cite pas la source des 90% de représentation de femmes. Nous n'avons pas la source, mais je t'invite à aller demander à CNET. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ces 90%? Si toi, ça te semble bizarre que 90% des deepfakes soient des femmes nues, moi, ça me paraît pas bizarre du tout. J'aurais même dit 95%. Je suis presque surpris du 10%. J'aimerais savoir c'est quoi les 10% qui restent. Mais si toi, ça te surprend, et tu as le droit d'être sceptique, va leur demander effectivement d'où ils tiennent cette source. Mais moi, non. Vraiment, je suis presque surpris que ça soit que 90%. Hein. Ouais, les 10% qui restent, c'est Obama, en fait. Donc, ouais, mais parlons une seconde du Not All Men. On est tous ceux qui ont été des petits garçons ou assimilés ont été soumis à cette culture. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute. Je suis en train de vous dire qu'il y a une culture toxique véhiculée. On y a été plus ou moins soumis, mais on est tous dedans. Donc en fait, le not all men n'a aucun sens en fait. Après, la manière qu'on a de réagir par rapport à cette culture qui nous a été assénée, c'est autre chose. Mais cette culture nous a été assénée à tous.
Donc, c'est notre responsabilité de s'interroger tous sur cette culture prédatrice. Bref, la culture masculine prédatrice sexuelle, c'est cette culture-là dont je parle, dont Mescalito, toxique et prédatrice. Pas d'accord. Pour moi, l'éducation que j'ai reçue du fait que je ne reconnais pas dans cette culture est dangereuse de généraliser le problème. Moi, force est de constater quand même, Hypnose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de culture dans le monde. Je ne sais pas de quel pays tu viens ou de quel milieu tu viens, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de culture dans le monde. Ou alors on va me sortir une tribu en Amazonie qui a été isolée depuis 500 ans, mais qui échappe à cette culture prédatrice masculine. Voilà. C'est la faute du colaro chaud. Oui, je pense que ça date pas de cette époque-là. Les racines sont lointaines, hein. Très très lointaines. Bon, sur ce, non, mais en gros, je pense que ce problème de culture ne vient pas des années 2000 ou des années 80 ou quoi que ce soit. Elle s'est adaptée, mais elle vient de très très loin. Mais c'est pas parce qu'elle vient depuis la nuit de la civilisation, le début de la civilisation, qu'on ne doit pas la remettre en cause. Attention, de dire oh, bah, ça a toujours été comme ça, donc on laisse. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Sur ce, je vous propose, c'est pas facile d'enchaîner sur le sponsor derrière, mais on va le faire quand même. Nous allons parler effectivement de notre merveilleux, avant de passer à la tartine, de notre merveilleux sponsor O'Clock. O'Clock, effectivement, c'est notre sponsor du mois. O'Clock, c'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web en téléprésentiel. Métier... pour faire simple, vous êtes à distance, mais vous êtes dans une classe virtuelle. L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en demande d'emploi une solution pragmatique pour changer de vie et entrer dans le secteur qui recrute. O'Clock a donc créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web dans les spécialisations techno de votre choix, hein, destinée aux débutants. Cette formation est bien évidemment reconnue par l'État, titre RNCP. L'école propose des rentrées mensuelles, donc vous pouvez commencer, chaque mois il y a une nouvelle rentrée avec des nouveaux élèves, donc vous pouvez commencer quand vous voulez. Il est possible de se former en alternance également sur des technos spécifiques très demandés sur le marché de l'emploi et même de suivre une formation spécialisée en accessibilité du web. Bien évidemment, ces formations sont payantes, mais O'Clock a dédié une équipe à la recherche de financement pour les futurs apprenants. 75% des personnes ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement. Gagnant, ce qui est plutôt cool pour O'Clock, puisqu'il se paye, qui est cool pour vous, parce que vous économisez du coup, et c'est gagnant pour l'État aussi, parce que c'est une manière effectivement de reconvertir et de créer de l'emploi, ce qui est important pour l'État. Les retours d'expérience sur O'Clock sont excellents. Ils ont 4,8 sur 5 sur Trustpilot. Mais c'est pas pour ça que vous ne devez pas être sceptique. Vous avez des questions sur O'Clock, vous voulez savoir vraiment ce que ça vaut. N'hésitez pas à aller leur demander à eux. C'est pas trop la peine de nous demander à nous parce que nous ne sommes qu'une bannière publicitaire. Nous relayons la publicité d'Oclock. Nous sommes payés pour le faire. Ça, le rôle, c'est ça un sponsor en fait. Donc pour ça, utilisez pour pouvoir contacter O'Clock, aller voir leur site, etc. Utilisez la commande point d'exclamation O'Clock, tout attaché, tout en minuscule, point d'exclamation O'Clock dans le chat et vous aurez le lien effectivement pour aller les voir de notre part. Comme ça, ils savent grâce à la publicité que nous avons fait dans le mug. Nous, en tout cas, on les remercie de nous aider à vous proposer gratuitement cette émission tous les matins de la semaine. Et nous allons passer maintenant à la tartine.
Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait une. Ah, elle est là, la tartine. À tout de suite. Et la tartine ce matin, j'ai failli la faire sur les deepfakes, mais je pense que on va y aller petit à petit. Nous allons parler de sommeil et des applications de contrôle de sommeil. Et, mea culpa, je suis le premier à vous dire que les applications de tracking de sommeil sont vachement bien. Moi, elles m'ont aidé à détecter un problème de sommeil que j'avais. Je porte ma montre toutes les nuits, je traque mon sommeil. Au niveau des professionnels de santé, il y a un débat, et c'est un débat intéressant. La surveillance permanente et omniprésente, grâce aux nouveaux outils numériques, pourrait avoir des conséquences néfastes sur le sommeil. Plusieurs facteurs peuvent venir perturber l'endormissement et les qualités du sommeil. Rythme de vie, stress, pathologies diverses. Pour pallier à cela, de nombreuses applications ou montres connectées analysent ce rythme de sommeil afin de l'améliorer. Mais paradoxalement, les données collectées et l'importance que l'on peut leur apporter pourraient nuire à notre sommeil. Ce culte de la performance lié à la réussite d'objectifs en termes d'heures de sommeil atteint et le poids psychologique si ces derniers ne sont pas remplis peuvent être source d'un nouveau stress. Un nouveau trouble est apparu, appelé l'orthosomnie. Ça serait un trouble anxieux lié à l'obsession des résultats des applications de sommeil. Reposant sur peu d'études de cas, bon, donc pour l'instant on n'a pas vraiment d'études profondes sur le problème, ce trouble est à prendre avec du recul. Pour les personnes qui auraient ce trouble, elles auraient tendance à plus se fier aux données récoltées sur leurs applications qu'à des tests objectifs réalisés en clinique spécialisée durant une nuit complète. Si une personne souffre de troubles de sommeil réels, une application mobile ou une montre connectée ne suffirait peut-être pas à pallier ce trouble. Mieux vaut consulter des spécialistes pour déceler un éventuel problème de santé plutôt que de laisser la qualité de son sommeil entre les mains d'applications parfois peu précises. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est justement... En fait, aujourd'hui, moi, l'appli de sommeil, elle me donne le nombre d'heures de sommeil effectif, le nombre de minutes, heures, minutes. Je vous ai déjà parlé des prix psychologiques. Si je vous dis 399... vous avez l'impression que je n'ai pas dit 400. Donc que c'est moins cher que 400 €. 399,99. Ce qu'on appelle le prix psychologique. Quand moi je vois que j'ai dormi 5h51, par exemple, je me dis, ah merde, j'ai dormi que 5 heures. Si je vois que j'ai dormi 6 heures et 3 minutes, je me fais, ouais, je suis arrivé à faire mes 6 heures de sommeil. Vous voyez, je me punis. J'estime un mauvais score qui n'est pas si loin d'un bon score. J'essaye d'avoir 6 heures de sommeil par nuit. Et en fait, le simple fait que j'ai le résultat de ma nuit en heures et en minutes, il ne faudrait pas ça. Parce que ça me crée des angoisses, du coup. Parce que je me dis, merde, cette semaine, pas une seule fois, je suis arrivé à dormir 6 heures. Donc, je suis... et je comprends tout à fait cette histoire d'anxiété parce que je commence à le ressentir. Quand je fais un mois complet où mes scores de sommeil sont plutôt dans les jaunes, oranges, voire rouges, j'ai jamais rien dans le vert. Ça me crée une suranxiété peut-être par rapport à mon sommeil. Il faudrait réfléchir en termes d'ergonomie. Comment je voudrais qu'une montre jauge ma nuit? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle mette plus en avant des progrès, qu'elle soit un peu ce que Apple arrive à faire avec les ronds?
Ils sont jamais dans la culpabilisation, mais plutôt dans l'incitation. Tu vois, une manière de dire, bon Jérôme, t'as dormi que 3 heures cette nuit. Euh, Ça pourrait être une idée, prends un moment pour te relaxer. Fais une petite sieste si tu as l'opportunité dans la journée. Et dans l'absolu, c'est pas très grave. C'est pas grave que tu aies dormi que 3 heures. Te crée pas une surangoisse qui va forcément nuire à tes nuits prochaines en te disant oh merde, j'ai dormi que 3 heures, je vais être en jet lag, etc. quoi. Donc, je sais ce que là, je me tourne un peu vers vous. Certains disent oui, mais moi, je suis très heureux en n'ayant pas du tout ces infos. Grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse. Moi, je sais que ça a quand même été une bonne découverte que je commence à mesurer mon sommeil parce que je pensais que je savais que j'étais un petit dormeur, mais je mesurais le temps que je passais au lit et j'estimais que c'était pas si mal. Parce que généralement, j'arrive à avoir 7 heures où je suis au lit. Je mesurais mal la qualité de mon sommeil pendant la nuit, en fait. Donc cette info, je suis content de l'avoir avec les mesures de sommeil. Ça me permet d'avoir identifié un problème qui a d'ailleurs résulté à des problèmes de santé, hein, mon manque de sommeil. Euh, mais dans quelle mesure ces mesures elles-mêmes ne peuvent pas créer des problèmes? C'est vachement intéressant, je trouve, comme question, hein. Oui, le score est basé sur des stades de sommeil paradoxal, sommeil profond, sommeil léger, réveil pendant la nuit. En fait, ces chiffres devraient surtout, et moi c'est ce qui s'est passé, vous permettre d'en parler avec un médecin. Ne faites... C'est évident qu'avec ces capteurs de santé, on a tendance à vouloir faire des autodiagnostics, comme on en fait déjà, même sans ces capteurs de santé. Attention à pas partir dans les automédicamentations qui pourraient vous faire prendre de mauvaises... Je donne un exemple. Je donne un exemple. Puisque j'en ai parlé avec quelqu'un. Pareil, problème de sommeil. Lui, il n'arrivait même pas à plus de 4 heures de sommeil par nuit, etc. Donc, gros problème de sommeil. Grosse résolution, je vais me coucher beaucoup plus tôt. Parce que c'est quelqu'un qui se réveille. Non, c'est pas Samuel Etienne, mais quelqu'un qui se réveille très très tôt le matin. Il me dit bon bah, je vais me coucher beaucoup plus tôt. Résultant, je lui ai reparlé, je l'avais pas vu depuis un certain temps. Il me dit le problème, c'est que je vois plus mes enfants et du coup j'ai fait une déprime. Vous voyez, attention, tout est un équilibre aussi. Vaut peut-être mieux dormir 4 heures par nuit et pas faire de déprime quoi. Oui, oui, en plus en sommeil, on n'est pas tous égaux. D'une manière générale, le sommeil peut être plein de choses. C'est quand même beaucoup le stress, et souvent en travaillant sur son stress. Il y a d'autres manières de se reposer que le sommeil aussi. Donc voilà. Mais je trouve ça intéressant qu'on commence à dire attention quand même avec ces capteurs de santé à ce que ça ne crée pas d'autres problèmes. Et notamment la terme de performance. Tu vois, moi, j'aimerais à la limite qu'ils ne me donnent pas mes heures. Parce que comme je vous l'ai expliqué, les heures, ça fausse. Si j'ai dormi 5h51, j'ai l'impression de ne pas avoir fait ma nuit. Alors que si je suis à 9 minutes de moins que le truc. Donc ça va, quoi. Oui, oui. Alors, on a aussi un Wendigo sur les Apple Watch, un score de qualité de sommeil. Mais le score, ça peut être dangereux aussi. Je sais pas comment on pourrait me le présenter. Euh, je pense qu'il y aurait... Je pense que on aurait intérêt, si quelqu'un dit mon goal, c'est d'arriver à 6 heures de sommeil. Déjà, peut-être un peu le féliciter s'il est déjà arrivé à faire 4 heures de sommeil. Tu vois, il y a des manières incitatives à encourager aussi les gens. Là, je trouve que pour l'instant, les indications sommeil, toutes montres confondues, sont trop sur la performance. Déjà, de te dire j'ai des nuits rouges et des nuits vertes,
Je trouve que c'est pas bon. Ouah, j'ai fait une nuit rouge quand on a fait une nuit blanche. En fait, le problème, c'est que ça va très vite induire une notion de performance. Et s'il y a bien un truc où il ne faut pas compter en performance, c'est le sommeil, quoi. Je crois que tu as lu mon commentaire hors contexte. Ah bah celui-là encore plus. Et je te jure que ça a plus rapport avec ce que disait Jérôme que la réponse. Ah, pardon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous êtes obsédé par votre santé, c'est que vous êtes dérangé et pas serein. Oui, attention à ne pas faire du shaming non plus, hein. D'abord, le rapport à la santé vient aussi pas mal de la culture familiale. Donc, de dire à quelqu'un connard d'hypochondriaque, vous connaissez pas son... De toute façon, jugez pas. D'une manière générale, ne jugez pas les autres. Ça, ouais. Règle de santé mentale numéro un dans le monde, arrêtez de juger les autres. D'une manière générale. C'est le début d'aller mieux. Oui, enfin, la qualité du sommeil, justement, je sais pas vous, mais la qualité de la représente avec un code couleur. On a les nuits oranges, les nuits rouges, les nuits vertes. Donc on est aussi dans la performance. Je pense par exemple aujourd'hui l'appli sommeil. Attendez, je regarde. Est-ce qu'il y a du... Ouais, non, je ne vais pas vous montrer, parce que c'est confidentiel, en vrai. Mais aujourd'hui, par exemple, l'éveil pendant la nuit, les éveils pendant la nuit sont représentés en rouge. Comme si c'était grave, forcément grave, de se réveiller pendant la nuit. En fait, je préférerais une information monochrome. On s'écoute pas assez, je trouve que le meilleur médecin, c'est soi-même. Maverick, ah, ça peut être dangereux. Je te le dis parce que à trop m'écouter moi-même, ça m'a empêché parfois de voir des médecins, ce qui m'aurait évité des très gros problèmes que j'ai eus. Il y a une limite à ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut savoir écouter son corps, mais ton corps peut te donner des informations extrêmement contradictoires. Et c'est pas un hasard si le diagnostic est quelque chose de compliqué en médecine. Donc attention quand même, écouter son corps, oui, mais ne manger que quand t'as faim, ne dormir que quand t'as sommeil, écouter son corps, ça a ses limites, hein. Je pense que Jérôme peut enfin prouver quand il reçoit un coup d'oreiller de Marion parce qu'il retrouve les réveils pendant la nuit, c'est des coups de Marion en fait. Tout à fait. Le meilleur médecin, c'est celui qui a fait 10 ans de médecine. Ça y est, on va repartir sur le débat sur les médecines. Aïe, 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 aïe. Alors, je nuancerai ton propos. Je suis d'accord avec toi. Le meilleur médecin, c'est celui qui a fait 10 ans de médecine. 10 ans d'études de médecine. Mais quelqu'un qui a fait 10 ans d'études de médecine peut être un putain d'incompétent et une grosse merde aussi. Ça n'empêche pas d'être incompétent, certains. Donc, c'est juste cette nuance-là sur nous. Juste, je crois que la médecine, la vraie, n'est pas une science exacte, mais c'est ce qu'on a de mieux. Aïe, aïe, aïe. Non, glissons pas là-dessus. Ça y est, ça commence à parler d'homéopathie et tout ça. Vous savez que c'est une guerre de tranchées, ce genre de sujet. Vous en avez pas assez des guerres de tranchées, en fait. Là, on était juste en train de parler des outils de tracking. Voilà, des outils de tracking de votre santé.
des bons médecins, les mauvais médecins. Bref. Aïe, 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 ça commence à partir avec les pierres qui brillent. La pierre Farouche du Nord, ma génération comprendra la ref. Allez, il est 9h40, de toute façon, on va arrêter le mug ici. Si vous voulez faire le débat, allez sur le Discord, hein, ouvrez un sujet sur la médecine, hein, si vous voulez vous écharper là-dessus. No problemo. On va pas avoir le temps pour un camp de fac ce matin, effectivement. Les sujets étaient longs et intéressants. Ouais, mais alors, attention, Oxygène. L'ironie dans un chat, voilà, c'est super dur. Tu sais, moi, je lis mal vos réponses. Je les lis au premier niveau. Je vois pas ton petit sourire quand tu es en train de le frapper, de le saisir. Et même si tu as mis un emoji, je vais pas le lire. Donc, l'ironie, deuxième conseil général de santé mentale. Premier conseil, je vous rappelle, ne juge point. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça date de l'Ancien Testament, même avant. Et le deuxième truc, c'est ne jamais pratiquer l'ironie sur Internet. Voilà. L'ironie, ça passe que à l'oral, l'ironie. Donc stop l'ironie sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, dans les messages écrits, dans les SMS, dans les mails. Pas d'ironie. Tu verras, ça va résoudre plein de problèmes. À ne pratiquer que à l'oral, l'ironie. Retiens bien ça. Sur ce... Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Bien évidemment, nous allons faire un raid. Qui est qu'on va raider Tiens, Cabri, ça fait longtemps que je ne l'ai pas raidé. Let's go, un petit raid chez Cabri. C'est parti. On saute tous avec des sauts de Cabri chez Cabri. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, vous retrouverez Marion. Marion pour le mug. Normalement, on a un rythme normal cette semaine. À voir, à vérifier. Je crois qu'on est à peu près tous à nos places habituelles pour le mug cette semaine. Très bonne journée à vous. Ciao tout le monde.